Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les jeudis dans Patrimoine thématique, zoom sur les tendances en matière d'ISR. Aujourd'hui, Pierre Chabrol, porte-parole du label ISR, sera notre invité. Comment ça marche? Quels sont les critères d'obtention de ce label? Nous ferons le point avec lui dans quelques instants. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, nous parlerons gestion de copropriété. Quel impact a eu la crise sur les travaux, les assemblées générales des copropriétaires? Nous en parlerons avec deux experts, Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, et Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL. Enfin, dans la deuxième demi-heure de notre émission, Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, nous rejoindra pour décrypter le monde de la gestion de patrimoine. Avec, vous connaissez maintenant peut-être les rendez-vous, Club Macro et Club Action, où des conseillers en gestion de patrimoine seront également avec nous. Et en toute fin d'émission, Club Expert pour vous apporter des conseils concrets lors de la construction de votre patrimoine. Je crois que j'ai tout dit. Smart Patrimoine, c'est parti. Et d'abord, comme tous les jeudis dans Patrimoine thématique, on s'intéresse aux tendances de l'investissement socialement responsable. Focus aujourd'hui sur le label ISR. Comment ça marche? Quels sont les critères d'obtention de ce label? 5 ans après sa mise en place, quel bilan peut-on en faire? Pierre Chabrol, sous-directeur au financement des entreprises et marchés financiers à la Direction générale du Trésor et porte-parole pour le label ISR, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Avant de faire le bilan, Pierre Chabrol, comme je le disais, peut-on expliquer déjà à nos téléspectateurs comment fonctionne ce label ISR? Quels produits financiers sont concernés aujourd'hui? Aujourd'hui, le label ISR, il est fait pour les gens, les épargnants, les investisseurs qui veulent s'assurer que lorsqu'ils souhaitent placer leur argent sur les investissements qui font l'objet d'une évaluation du point de vue de critères sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance, eh bien lorsqu'ils investissent dans des fonds labellisés ISR, il y a la garantie que le travail qui a été fait par les sociétés de gestion qui ont sélectionné les portefeuilles et des entreprises dans lesquelles ils investissent, mais ce travail a été fait de façon sérieuse, de façon robuste et fiable. Donc c'est cette garantie de fiabilité sur la promesse qui est faite aux épargnants en matière de sérieux dans la gestion ESG des investissements. C'est-à-dire que les sociétés dans lesquelles on investit, on les a évaluées, appréciées, du point de vue de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, et que tout ce travail d'évaluation qui a été fait, il a été fait sérieusement en utilisant des méthodologies qui sont reconnues, qui sont éprouvées, et que les personnes qui travaillent dans les sociétés de gestion qui font ça ont une expertise réelle. C'est ça la promesse. On va en parler de la méthodologie, justement, des critères d'obtention de ce label ISR. Une question, Pierre Chabrol, d'où venait la demande à l'époque? Est-ce qu'elle venait des épargnants, déjà peut-être, la demande de création de ce label? Elle venait des épargnants, et on était, il y a 5 ou 6 ans, à un moment où la gestion ESG prenait son essor. Donc des sociétés de gestion avaient commencé à développer des fonds qu'ils présentaient comme étant socialement responsables ou ESG. Et puis, les différents acteurs de la place se sont dit, il faut qu'on donne aux épargnants la garantie que ce qu'on fait est fiable. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut créer un label. Et c'est pour ça aussi que l'État est entré dans le jeu. Pour dire, on va créer même un label d'État pour s'assurer que tout le monde s'est mis d'accord sur un référentiel de base. Pourquoi on avait besoin de l'État là-dessus, sur C'était pour s'assurer, je pense, à rassurer tout le monde, que l'État soit autour de la table. Parce que l'ISR, on peut avoir des perceptions et des vues philosophiques même, ou des intérêts parfois commerciaux qui peuvent être divergents. Donc, le fait que l'État soit là, ça permet de faciliter la construction d'un consensus sur la création, justement, de concepts sur lesquels tout le monde se mette d'accord et qui peuvent donner aux épargnants, du coup, l'assurance que ce qu'ils font, eh bien, que lorsqu'ils investissent leur argent dans un fonds labellisé ISR, derrière, il y a quelque chose qui est sérieux, quoi. On va rentrer, du coup, Pierre Chabrol, dans le détail un peu des critères d'obtention de ce label ISR. Vous parlez de critères sociaux, environnementaux, de gouvernance. Quels critères, précisément, doivent impérativement remplir pour obtenir ce label ISR? Alors, l'une des spécificités de ce label, c'est que c'est aux sociétés de gestion de définir leur stratégie et ce qu'elles veulent présenter aux épargnants et aux investisseurs. La tonalité qu'elles veulent donner à leurs investissements. Là où le label ISR intervient,
Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est des certificateurs indépendants qui vont octroyer le label. Les certificateurs indépendants vont aller voir si la société de gestion est fidèle à la promesse qu'elle fait aux épargnants. C'est-à-dire qu'elle s'est donné les moyens de mettre en œuvre une évaluation des entreprises dans lesquelles elles investissent qui est sérieuse. Et c'est surtout ça, c'est de s'assurer. L'épargnant peut avoir cette assurance que derrière la promesse qui lui est faite, il y a un travail sérieux et fiable qui a été réalisé. C'est ça surtout le principal apport de ce label. D'accord, la cohérence en fait entre ce qui est dit et ce qui est fait aussi au sein de la société. Exclut-il à ce jour, Pierre Chabrol, certains secteurs comme celui du charbon par exemple? Non, aujourd'hui le label ISR n'exclut aucun secteur a priori. Alors pourquoi ce choix? Alors c'est un choix qui a été fait dès le départ avec l'idée que tous les secteurs de l'économie peuvent faire l'objet d'une gestion ISR et que le label ISR est un instrument parmi d'autres pour accompagner la transition des entreprises, dans la gestion des entreprises, vers une gestion justement plus sociale, plus environnementale et avec une meilleure gouvernance. Donc c'est un instrument de suivi de cette transition et au centre du label ISR, et ça c'est fondamental, il y a cette notion d'engagement actionnarial. Et ça c'est très important dans l'idée qu'on se fait de l'ISR en France, c'est-à-dire que les sociétés de gestion qui labellisent des fonds ISR, elles s'engagent à avoir une attitude très proactive vis-à-vis des entreprises dans lesquelles elles investissent. C'est-à-dire qu'elles doivent nouer un dialogue nourri, intense avec les dirigeants de ces entreprises. Elles doivent prendre des positions lors des assemblées générales de ces entreprises et elles doivent le faire valoir. Et ensuite être transparent vis-à-vis des épargnants et des investisseurs. Pour dire voilà comment je me suis comporté vis-à-vis de cette entreprise et voilà ce que j'ai pu obtenir comme évolution dans sa gestion sur des critères environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance. Ce choix, Pierre Chabrol, de n'exclure personne, il a été contesté quand même. Oui, alors concrètement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la plupart des sociétés de gestion qui font labelliser leurs fonds ont mis en place des politiques maison d'exclusion sectorielle. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'effectivement, il était... Donc d'elles-mêmes, elles ont fait un peu le tri déjà. Oui, elles ont développé, c'est à peu près systématique, parce qu'elles ont estimé qu'il était plus simple d'expliquer leur démarche lorsque certains secteurs avaient été exclus dès le départ. Aujourd'hui, le label n'exclut aucun secteur. C'est une question qui se pose. Est-ce qu'il faut introduire des exclusions? Le débat est ouvert. Dans le chantier de la modernisation du label, le débat est ouvert. Et donc, on peut tout à fait reparler de ce sujet-là, évidemment. En tout cas, personnellement, une activité, selon vous, qui est considérée comme polluante, peut quand même aller vers quelque chose de plus propre. L'idée, c'est de faciliter cette transition. Et ça, c'est fondamental. C'est l'accompagnement de la transition. En excluant, on n'accompagne pas la transition. En excluant, on n'accompagne pas. Et on laisse même la porte ouverte à des investisseurs et des investisseurs qui n'ont pas ces préoccupations ESG. Et donc, les entreprises sont du coup moins incitées à évoluer et à organiser cette transition. Lancé, je le disais, Pierre Chabrol, en 2016 par le ministère des Finances et de l'Économie, vous le disiez, c'est un label d'État. Quel bilan peut-on en faire 5 ans après? Que représente vraiment aujourd'hui le label ISR sur le marché de la gestion d'actifs en France? Je ne sais pas si on a des chiffres, si vous avez des chiffres à nous donner. Ouais, l'ISR était, il y a quelques années encore, un objet de niche. Aujourd'hui, c'est central dans la gestion d'actifs en France. Les chiffres sont assez impressionnants. On est à plus de 550 milliards d'encours gérés par des fonds labellisés ISR. Il y en a presque 700 aujourd'hui, 150 sociétés de gestion. Avec une accélération, on imagine, ces 2 dernières années, avec une accélération assez importante ces 2 dernières années, liée à beaucoup de facteurs, facteurs réglementaires sans doute. La loi Pacte de 2019 a sans doute joué un rôle important, puisqu'elle elle prévoit que certains plans d'épargne doivent référencer systématiquement des fonds labellisés ISR. Donc ça, c'est un premier facteur. L'autre facteur, je pense que c'est le développement d'une demande de la part des épargnants. De plus en plus de gens souhaitent que leur argent soit investi avec des critères qui soient socialement responsables et donc se tournent vers le label ISR. Et puis je crois que les sociétés de gestion aussi, du côté de l'offre, il y a aussi un développement de l'offre. Les sociétés de gestion ont développé des méthodologies, ont affiné leurs méthodes et donc sont capables de proposer aujourd'hui aux épargnants un panel de produits financiers de plus en plus développés et on l'espère aussi de plus en plus exigeant du point de vue de l'ISR, du point de vue de l'ESG.
On peut parler donc de succès, selon vous, Pierre Chabrol, de succès du label ISR. Oui, c'est un succès. C'est un succès, mais depuis le départ, le label ISR, ça doit être un label dynamique. Donc on veut le faire évoluer pour qu'il soit toujours plus ambitieux, toujours plus exigeant, et qui reste surtout le label pionnier en Europe en matière d'ISR et de ESG. Ça, c'est aussi important pour nous. Le label ISR, c'était le premier en Europe. Donc la France s'est placée au niveau européen là-dessus. Absolument, il a donné le ton. Depuis, on a vu des labels type ISR se développer dans tous les autres pays européens. On pense qu'on doit garder cette avance. Et on la gardera si on est intelligent et si on continue à avoir un degré d'exigence de plus en plus élevé. Vous parliez d'évolution, Pierre Chabrol. Quel est l'objectif alors à terme? Qu'il s'étende à qui? Aux particuliers? Dites-nous. L'objectif de la modernisation du label, c'est surtout de le rendre plus lisible, plus compréhensible pour les épargnants. Il y a une réglementation européenne en matière d'ESG qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui n'existait pas au moment où on a créé le label ISR. Donc il faut redonner sans doute un peu de cohérence pour que les gens comprennent mieux comment les choses s'organisent. Et puis, comme je vous le disais, continuer à être de plus en plus exigeant, être en harmonie avec les développements de l'ESG et les exigences aussi qu'ont les épargnants vis-à-vis des investissements qu'ils souhaitent faire et du développement aussi d'une économie plus durable, prenant davantage en compte des critères environnementaux et des critères sociaux. Donc concrètement, quels changements attendez-vous dans les prochaines semaines, les prochains mois sur ce label ISR? Alors très concrètement, on a engagé un chantier de modernisation qui a été engagé par les ministres Bruno Le Maire et Olivia Grégoire en mars dernier. On parle de réforme du label ISR. Réforme du label. Donc là, on est en train de réformer sa gouvernance, la façon dont il est organisé et la façon dont les décisions sont prises pour le label. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on compte réviser le cahier des charges du label ISR. Donc le cahier des charges, c'est l'ensemble des exigences et des obligations que doivent remplir les sociétés de gestion lorsqu'elles veulent faire labelliser un de leurs fonds. Et donc c'est là qu'on liste toutes les exigences nécessaires. Et donc on va reprendre ce cahier des charges pour essayer de voir ce qu'il faut adapter en fonction des évolutions de l'ESG, en fonction des évolutions de la réglementation européenne, et avec l'idée qu'il faut être encore plus lisible et compréhensible pour les épargnants. Merci beaucoup Pierre Chabrol de nous avoir éclairé sur ce label ISR aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes sous-directeur au financement des entreprises et marchés financiers à la Direction générale du Trésor et porte-parole pour le label ISR. Merci encore. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, l'impact de la crise du Covid sur la gestion des copropriétés. Mise en pause des travaux, plus d'assemblée générale. Comment s'est organisée la vie des copropriétaires ces 2 dernières années? Doit-on s'attendre à une vague de rénovation en 2022? Nous allons poser toutes ces questions à nos 2 invités. Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, l'Association nationale pour l'information sur le logement, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les 2 d'être là. Avant de parler, je le disais, de 2022, on va peut-être voir vers quoi on va. Que pouvons-nous dire déjà de l'impact de la crise Covid sur la gestion des copropriétés? Jean-Marc Torolion, est-ce qu'on peut parler par exemple d'arrêt total des travaux pendant 2 ans? Comment ça s'est passé? Moi, je pense qu'on a quand même eu une continuité de service dans nos copropriétés. C'est-à-dire que même pendant la période de confinement, nos immeubles ont été nettoyés, l'entretien a été fait, nos artisans sont intervenus et je veux vraiment sincèrement d'ailleurs les remercier. Et les syndics sont restés présents. Ceci étant, la partie, j'allais dire, statutaire et administrative de la copropriété, les procédures de prise de décision, d'approbation des comptes, de vote des budgets, ont été stoppées entre le 12 mars 2020 et globalement le 23 juillet 2020. Mais il est vrai que nous avons eu, de ce point de vue-là, des ordonnances qui ont assuré une continuité des éléments contractuels de la copropriété. Et ça n'a pas été très favorable, évidemment, à la prise de décision. On a dû rattraper toutes nos assemblées générales. Il y a près de 500 000 assemblées générales par an, pour donner
donner un ordre d'idée, sur les 9 millions de copropriétaires. C'est fait maintenant, mais pendant cette période, ça a été évidemment une gestion du quotidien, mais pas une gestion de l'avenir. Donc on va y revenir évidemment, même du cadre législatif, Oui. comme vous le disiez. Vous parlez donc d'un entretien qui a continué dans les locaux de copropriété, mais pas d'assemblée, pas de réunion. Comment c'est possible? Comment les deux peuvent arriver en même temps? C'est-à-dire on ne se voit pas, on ne se parle pas, mais pourtant les choses de la vie quotidienne continuent de se passer dans les copropriétés. Alors, il est évident que il y a des syndics qui ont bien sûr assuré cette continuité. Voilà, certains étaient plus proactifs que d'autres. Nous, c'est ce qu'on a pu constater. C'est que certains ont eu peut-être un temps d'adaptation un petit peu plus long. Et les copropriétaires, certains, donc les relations sont un petit peu distendues, mais les choses sont rentrées dans l'ordre, bien évidemment. Donc dans ce cadre-là, évidemment, les assemblées générales n'ont pas pu avoir lieu, bien sûr, comme on a pu le constater. Les choses sont remises en route. Ça n'a pas empêché de continuer à faire les appels de charges. Le côté administratif a été fait. Mais les grandes décisions, je dirais, notamment en lien avec les travaux, n'ont pas pu être prises. Évidemment, on est dans une période où la rénovation énergétique, l'adaptation du logement sont des enjeux, sont au cœur de l'actualité. Donc, le travail est devant nous, je pense. Et donc là, il y a tout un enjeu aussi de pédagogie qui a été assuré à la fois par les professionnels et par le réseau des ADIL que je représente, qui sont des agences d'information qui renseignent sur toutes les questions logement. Et pour redonner peut-être cette vision de long terme aux copropriétaires, comme on disait. Il y a cet enjeu de pédagogie parce qu'il a fallu qu'il y ait quand même un foisonnement de réglementation qui a permis la mise en place de différentes choses. On a eu une actualité, comme le disait Jean-Marc, une ordonnance qui a modifié certaines choses. Donc tout ça, il faut l'expliciter parce que le copropriétaire, il n'a pas forcément connaissance de tous ces textes. On fait beaucoup de pédagogie, on diffuse l'analyse des textes, mais évidemment, je pense que le copropriétaire, il a sa vie professionnelle, il a sa vie familiale, il a plein de choses à gérer. Et puis en période Covid, il y avait quand même d'autres priorités. Donc je pense qu'il y a un enjeu d'information et de pédagogie. Et puis d'accompagner justement dans la prise de connaissance des nouvelles dispositions. Bien sûr, on sait que les mandats de syndic ont été reconduits, les mandats du conseil syndical, tout ça, je pense que c'était intégré, mais il y a d'autres choses. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu d'information. Et c'est le rôle de vos deux organisations. Jean-Marc Torolion, vous vouliez réagir? Il faut comprendre qu'il y a une coïncidence heureuse dans ces événements dramatiques de la pandémie, c'est qu'on avait une réforme de la copropriété qui venait juste de rentrer en application. Et qu'avait prévu cette réforme de la copropriété? La capacité pour les syndics de faire des vidéos assemblées générales et qui avait introduit le vote par correspondance. Et donc, en fait, ces deux dispositions-là nous ont permis, pour la suite, par dérogation, puisque le syndic se voyait octroyer la faculté d'organiser unilatéralement les modalités d'assemblée générale, nous a permis d'assurer toute une série d'assemblées générales avec le vote par correspondance, des centaines de milliers d'assemblées générales avec le vote par correspondance. Donc les professionnels qui gèrent 94% des copropriétés en France ont dû très rapidement s'approprier ces nouveaux outils, avec les incertitudes juridiques que nous pouvions avoir, en collaboration avec les conseillers syndicaux, même s'il nous a été signalé ici ou là des collaborations qui n'avaient pas été optimum. Et c'est ce qui nous a permis jusqu'à maintenant, de rattraper le retard que nous avions, de remettre en ordre de marche d'un point de vue statutaire nos copropriétés et d'envisager l'avenir à l'aune d'une loi climat et résilience qui vient là encore modifier la copropriété. Tant que vous y êtes, je préfère rester là-dessus sur ces questions d'assemblée générale faites donc à distance. Petite question là-dessus, est-ce que selon vous, ces organisations, ces nouvelles manières de s'organiser, seront-elles pérennes? Voilà, juste un avis là-dessus. Est-ce que ça va rester ça? Alors, moi je pense que oui, mais attention, pas dans les conditions dans lesquelles nous les avons exercées. C'est-à-dire que la vidéo assemblée générale va trouver tout son sens. On est en train d'ailleurs de déployer des outils, mais je pense que l'appétence de nos copropriétaires sur ces outils-là, elle n'est pas encore avérée. Donc, la vidéo, les réunions de conseil syndical en Zoom, ça marche très très bien. Des réunions ponctuelles comme ça à distance, ça marche très très bien. Moi, je crois, mais on verra si l'avenir le dit, je pense que on va de plus en plus défricher en amont les décisions de nos assemblées générales et les concerter. Et en fait, on va clôturer d'un point de vue formel, de plus en plus formel, le travail antérieur fait avec nos copropriétaires.
Roselyne Conan, pour revenir ou rester d'ailleurs sur l'impact du Covid, sur ces retards dont vous parliez, les retards de travaux, notamment travaux de rénovation, qu'est-ce que ça a coûté en termes de coûts financiers aux copropriétaires? Est-ce que c'est un coût, une charge? Alors, ne pas voter des travaux ne génère pas un coût. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision, donc on n'engage pas effectivement des travaux. Moi, ce que je pensais, c'est plutôt le retard dans l'approbation des comptes. Donc, vous le savez, en matière de copropriété, on approuve les comptes et il peut y avoir effectivement une différence entre ce qui a été approuvé en budget prévisionnel et qui a généré les appels de trésorerie trimestriels, et puis cette régularisation qui génère, je dirais, un appel complémentaire, qui va générer là, pour les copropriétaires, des charges complémentaires. Donc c'est vrai que cette approbation des comptes qui a été décalée dans le temps par justement l'effet de l'absence d'assemblée générale ou de décalage d'assemblée générale, c'est là qui peut potentiellement impacter les copropriétaires. Mais si je voulais revenir peut-être sur les copropriétés qui ne sont pas gérées par des syndics professionnels, sur ces copropriétés-là, je pense qu'il y a eu un véritable retard justement sur la réunion de ces instances de la copropriété. Donc là, je pense qu'il y a un gros travail à faire, notamment des ADIL en direction des syndics bénévoles. Les professionnels connaissent leur travail, donc ils ont fait le nécessaire, ils ont rattrapé effectivement ces éléments-là. Mais c'est vrai que sur les nouvelles modalités de réunion des assemblées générales, je pense que le vote par correspondance, c'est une solution. Mais c'est vrai qu'être présent en assemblée générale et avoir l'explication du syndic en assemblée générale, je pense que c'est essentiel. Parce qu'on ne comprend effectivement une résolution que si elle est expliquée pour certaines. Donc c'est vrai que je pense que la présence et l'explication par le professionnel, elle est essentielle. Elle est essentielle. Parce qu'on peut peut-être voter quelque chose parce qu'on n'a pas, je dirais de manière inverse à ce qu'on a compris. On a compris et en fait on n'a pas bien compris. Jean-Marc Torolion, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, en réalité on avait finalement un problème important, c'est que en parallèle des problèmes de réunion se mettait en place toute une politique d'accompagnement de la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov'. Et nous avons un retard à l'allumage. On est en train de le rattraper. Mais du coup, parce qu'on sait qu'engager un programme de rénovation énergétique d'un immeuble, c'est 2 ou 3 ans de travail avant de le faire aboutir. Et donc, ce travail amont, en réalité, il a pris du retard. Et ce que j'espère, en tout cas... Il n'y a pas d'impact en termes de coûts, mais en tout cas, il y a quand même un retard significatif. Pour moi, il y a quand même un impact en termes de coûts si les subventions, finalement, nous passent sous le nez, alors qu'on n'a pas eu le temps de mettre nos immeubles en ordre de marche pour solliciter. Donc, heureusement, il y a une reconduction de MaPrimeRénov' en 2022 pour un peu plus de 2 milliards d'euros. Mais nous avons pris l'engagement, les professionnels, d'initier la rénovation de 100 000 copropriétés. C'est beaucoup, c'est beaucoup, mais en même temps, nous avons une course contre la montre là. Et au moment où nous avons une loi climat et résilience qui instaure l'interdiction de location des appartements dont les diagnostics de performance énergétique les classeraient G, F ou E, donc peut-être pas de coût tout de suite, mais un coût économique à terme, on risque de le mesurer si on n'est pas capable d'initier rapidement un mouvement de rénovation énergétique. Pour rester dans les coûts, juste une petite question. Est-ce qu'on peut parler de nouveaux coûts, nouveaux types de coûts liés aujourd'hui à la pandémie, au Covid, des nouveaux coûts de nettoyage, etc. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent intéresser les copropriétaires. Est-ce qu'on a assisté à des nouveaux types de coûts, peut-être, avec cette pandémie ? Non, pas vraiment. Moi, je peux répondre non, sauf dans, quand même. Alors, non, il faut reconnaître que moi, pendant cette période de pandémie, j'avais appelé le président de la Fédération des entreprises de nettoyage qui ont été remarquables. On avait pris des dispositions particulières, par exemple limiter l'accès aux ascenseurs, par exemple laisser toutes les portes de montée d'escalier ouvertes pour éviter qu'on mette les mains dessus. On a pris des dispositions évidemment pendant cette pandémie. Les seuls surcoûts que nous les avons eus dans des galeries commerciales intégrées à des immeubles en copropriété où on avait mis en place pour des accès du gel, etc. Donc la réponse est non. La réponse est non. Roselyne Conan, est-ce qu'on peut parler déjà donc de retour à la normale, plus ou moins aujourd'hui? Alors évidemment avec quelques retards, c'est ce qu'on comprend, mais quand même globalement, ça y est, ça repart là. Tout à fait. Donc voilà, les instances sont programmées ou ont déjà eu lieu. Tout le monde s'est mis en ordre de marche. Il est évident que là, comme le disait Jean-Marc, on entre
dans une phase où les décisions relatives aux travaux vont être prises. Alors, nous, ce qu'on a identifié sont des publics qui potentiellement pourraient être mis en fragilité par ce type de décision, effectivement, alors à la fois de régularisation des charges, mais aussi de vote des travaux. Nous, on a identifié effectivement des copropriétaires qui auraient des accédants à la propriété, qui, par exemple, en zone détendue, où le prix de l'immobilier est assez bas, permet à des ménages modestes, voire très modestes, d'accéder à la propriété, où là, leur budget, il est très, 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 je dirais, serré. Et de fait, des charges nouvelles peuvent effectivement grever leur budget. Donc là, tout l'intérêt, c'est l'information amont au moment de l'accession à la propriété, pour bien penser son projet d'accession et bien évidemment anticiper, parce qu'une copropriété, il faut l'entretenir, et le syndic, il est là pour veiller à ça, et du coup, il impulse la réalisation de travaux, c'est son travail. Donc évidemment, il faut savoir mobiliser les aides, et on a aussi des publics comme par exemple les personnes âgées qui au moment de la retraite voient une baisse de leurs ressources, qui sont isolés, qui n'ont pas forcément accès au numérique et qui ne sont pas forcément entourés et qui n'auraient pas ce réflexe de solliciter une prime rénov ou d'autres aides, parce qu'il y a des différentes aides qui sont cumulables. Donc on identifie ces publics qui sont assez fragiles, et puis des nouveaux publics qui ont eu une baisse de leurs ressources, les artisans, les indépendants, qui ont quelquefois perdu leur activité, qui sont copropriétaires, et qui ont vraiment, je dirais, une trésorerie qui fait qu'on arrive au bout de l'exercice et leur activité ne redémarre pas. Et donc, à terme, se disent, voilà, les charges de copropriété, les travaux qui vont être votés, je vais être face à une difficulté. En tout cas, vos deux organisations étaient là pour faire de la pédagogie, de l'information. 10 secondes. 10 secondes pour dire quand même on a une fin de période d'urgence qui s'achève au 30 septembre pour le vote par correspondance, qu'on a besoin de salles de réunion, qu'on a des collectivités territoriales qui refusent de nous les louer. On a donc une circulaire qui est partie et voilà, nous, attention, en Guadeloupe, Martinique, j'ai appelé mon président, il y a du confinement, on ne sait pas comment on va réunir nos copropriétés et nous avons quand même des enjeux de salles aujourd'hui avec des interprétations différentes sur le territoire pour l'accès à ces salles et nous, on a besoin de nos salles pour réunir nos copropriétaires. Donc, nous avons un œil vigilant sur la capacité que nous aurons aujourd'hui à réunir nos copropriétés. Pas encore toujours facile de se réunir, donc on retiendra ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, et Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet, la gestion de copropriété et l'impact de la crise Covid dessus. On marque une courte pause, nous, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine, où nous donnons la parole aux conseillers en gestion de patrimoine et aux experts du secteur pour décrypter leurs enjeux et leurs choix d'allocation. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Eva, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine. Et au sommaire, dans un instant, nous allons retrouver Charles Winkler, qui est associé et directeur des partenariats d'Anaxago. Anaxago, vous allez le voir, une plateforme de financement participatif assez originale, mais on en parle dans un instant. Ça, c'était Club Macro. Dans Club Action, aujourd'hui, pourquoi les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, investissent-elles de plus en plus hors de France? Nous ferons le point avec Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis Reim. Et à la toute fin d'émission, restez bien avec nous, notre chroniqueuse du jour sera Géraldine Métifeux, associée chez Alter Egal. Et nous verrons avec elle un sujet qui, bien sûr, nous intéresse tous, comment créer des revenus complémentaires pour anticiper sa retraite. Et Laura, on commence donc par le Club Macro. C'est parti. Tout de suite. Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Charles Winkler. Bonjour Charles. Bonjour Laura. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors vous êtes associé, je le disais tout à l'heure, et directeur des partenariats chez Anaxago. J'aimerais bien déjà qu'on comprenne bien ce qu'est Anaxago, puisque vous êtes une plateforme donc digitale, une plateforme de financement participatif, mais votre originalité, c'est que vous avez deux branches, là où beaucoup n'ont qu'une activité. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, pour bien qu'on comprenne, quelles elles sont ? Oui, bien sûr. Alors, on a une société d'investissement, effectivement, qui existe depuis 10 ans maintenant,
qui propose une nouvelle façon d'investir pour des investisseurs qui sont privés ou professionnels. Ouais. On investit dans 2 thématiques principales qui sont l'innovation, donc financer des jeunes sociétés innovantes, notamment dans le domaine de la santé ou de la finance, dans lesquelles nos investisseurs peuvent devenir actionnaires et répondre à des gros enjeux de croissance de ces sociétés. La seconde thématique, c'est l'investissement dans des opérations court terme d'immobilier, donc de la réhabilitation, de la construction, qui vont générer de la forte valeur ajoutée pour nos investisseurs. Donc on le fait de 2 manières, comme vous le disiez, soit de façon opportuniste pour nos investisseurs, c'est-à-dire je vais me positionner dans un projet que je vais avoir sélectionné, soit de façon mutualisée, donc c'est une approche un petit peu plus patrimoniale de classe d'actifs à travers des fonds d'investissement qui sont gérés par notre société de gestion qui s'appelle Anaxago Capital. Alors justement, est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer comment ça fonctionne, cette histoire de mutualisation du private equity sous format fonds? Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, bien sûr. À quoi? Alors initialement, en fait, on finance donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de projets immobiliers. Donc un investisseur va se positionner sur un projet immobilier qui est court terme, la réhabilitation d'un immeuble parisien. C'est un projet qui va durer 2 ans, qui va générer entre 8 et 12% de rentabilité annuelle pour l'investisseur. Mais si vous voulez avoir une approche patrimoniale sur ce type d'investissement, l'important c'est de diversifier. Donc d'aller se positionner sur 4, 5, le risque, 10, c'est cette idée-là. mutualiser le risque. Vous allez vous positionner sur 10, 15 projets différents. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui avec Anaxago Capital, c'est de se positionner dans un fonds qui va investir sur une thématique globale proposée par Anaxago, donc sur 30 à 40 projets différents. Donc c'est une nouvelle classe d'actifs qu'on a créée il y a maintenant 10 ans, qui commence vraiment à faire ses preuves, puisque ça fait 7 ans qu'on sort entre 9 et 10% de rentabilité pour nos investisseurs. Et maintenant, il y a cette possibilité de se positionner de façon patrimoniale sur la classe d'actifs grâce à ces fonds. Qui est plutôt risqué, vous diriez, Charles Winkler? C'est toujours risqué, on va chercher de la rentabilité à 2 chiffres par an, donc forcément il y a des degrés de risque. Après, il faut bien comprendre le sous-jacent qu'il y a derrière. Dans l'immobilier, on se positionne sur de la pierre, ce sont des opérations court terme, mais avec des bâtis existants. Sur lesquels il y a toujours possibilité d'aller récupérer une partie de l'investissement si ça se passe mal. De manière générale, ce qui est important, c'est de regarder notre track record. Donc effectivement, c'est un taux de défaut qui est 10 ans que vous existez. 10 ans qu'on existe, un taux de défaut qui est inférieur à 1%. Donc justement, avec cette capacité et cette possibilité de mutualiser vos investissements sur plusieurs projets, vous essayez de réduire au maximum ce risque en bénéficiant quand même de la rentabilité qu'on essaye de servir à nos investisseurs. Parce que là, par exemple, votre dernier programme, celui que vous avez vendu, là, je ne sais pas, celui-là ou peut-être un autre, c'était par exemple quel taux? Pour nous donner une idée, là, dans les derniers. Les 3 derniers programmes qui sont sortis, c'était des taux entre 10 et 11%. Donc ça tourne toujours autour de 10 et 11% annuels. On investit sur des stratégies qui sont assez novatrices dans l'immobilier. L'idée, c'est vraiment de suivre les changements sociétaux qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, on est par exemple les premiers investisseurs à se positionner sur des thématiques d'habitat partagé. Donc, ça va être le co-living, ça va être le coworking. Et donc, ça, finalement, ce sont des opérations qui rentabilisent beaucoup le mètre carré, notamment dans les grandes métropoles. Donc, on peut sortir parfois des taux qui sont supérieurs à 12, 13% annuels. C'est comme ça que vous arrivez. Comment vous arrivez à sortir de tels taux? En fait, à la différence d'un immobilier long terme, nous on se positionne vraiment sur des opérations qui sont très court terme. C'est-à-dire, je vais récupérer un actif, je vais travailler l'état locatif, je vais mettre en place une réhabilitation environnementale, et ensuite cet actif va être revendu à un investisseur institutionnel avec donc une plus-value. Et donc nous, c'est une quote-part de cette plus-value qu'on va percevoir, d'où une rentabilité qui est supérieure à une possession d'immobilier long terme, 15, 20 ans. On va plutôt être sur une stratégie de génération de revenus. Pourquoi ce type de fonds séduit-il, selon vous, de plus en plus d'investisseurs? Est-ce que c'est parce qu'ils sont, comme vous le disiez, en accord avec les évolutions de la société actuelle? C'est une excellente question. Effectivement, on accorde beaucoup d'importance à ça. La réhabilitation écologique, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les nouvelles façons d'habiter, c'est quelque chose qui nous tient également très à cœur. Donc effectivement, cette thèse, je pense qu'elle est perçue par nos investisseurs, qu'ils soient privés ou professionnels.
Après, c'est une classe d'actifs qui est assez neuve et qui, effectivement, montre un petit peu ses résultats et qui est quand même assez rémunératrice. Donc ça, c'est aussi une bonne raison du fait que ça de plaire aux fonctionne, investisseurs. de plaire aux investisseurs. Donc oui, c'est les raisons principales. Après, il faut aussi voir que nous, on est une entreprise qui propose une plateforme complètement digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver sur notre site internet. C'est très facile, en fait. Très facile. C'est 10 ans de développement tech derrière. Vous étiez prêt pour la crise. On était prêt pour la crise. Ça fait depuis 2012 qu'on a pris ce pari-là. Donc vous accédez sur notre plateforme, vous avez accès à des dossiers d'investissement en ligne avec les opportunités, les risques qui y sont associés. Vous pouvez souscrire en ligne, suivre votre investissement en ligne, vous faire rembourser en ligne. Donc depuis 2019, le Covid, où l'immobilier et la santé, qui est aussi une de nos thématiques phares, apparaissent comme des valeurs qui sont très porteuses. Nous, on a bénéficié effectivement de ce report. On fait x2 sur nos montants d'investissement en 2019, x2 en 2020. On va faire x2 en 2021. Ça s'annonce Donc bien. c'est des montants qui sont... Vous avez un fonds, Anaxago Society 21, sur l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et pourquoi 21 aussi? 21 parce que on en sort un tous les ans, donc c'est le millésime. C'est le millésime 2021. Ouais. Anaxago Society 2021, c'est notre fonds star, c'est le fonds principal de notre société de gestion. Et donc c'est un fonds très diversifié qui va reprendre l'ensemble de notre thèse d'investissement. D'accord. Donc ça va être de la promotion, des marchands de biens, de la logistique, du portage. Voilà, l'idée c'est de se positionner de façon très diversifiée dans l'immobilier. Après, on a d'autres fonds thématiques plus spécifiques. Vous avez le 150 OBTR. Voilà, des fonds 150 OBTR qui répondent à des enjeux pour les chefs d'entreprise qui ont revendu leur... Peut-être que vous pouvez nous le rappeler, d'ailleurs, comment ça fonctionne en deux, trois phrases. Oui, bien sûr. Un chef d'entreprise qui revend son entreprise doit souvent payer des impôts sur les plus-values générées. Il y a un mécanisme qui s'appelle le report de plus-value de cession. Qui permet d'investir dans des entreprises ou des sociétés qui sont éligibles et qui permettent de reporter cette imposition. Et donc nous, on a un fonds qui est assez original parce qu'en général, on doit se positionner sur des jeunes entreprises, des PME, c'est souvent très risqué. Là, on a créé et conçu un fonds avec Francis Lefebvre, les avocats, qui permet de se positionner sur une thématique de marchand de biens. C'est assez rare sur le marché, donc ça va être des gros marchands de biens, principalement dans les grosses métropoles françaises. Et donc ce fonds sera éligible à ce mécanisme. Dernière petite question, il nous reste quelques secondes. Donc Anaxago, c'est une belle année 2021, c'est ce qu'on comprend. En 2022, ce sera toujours plus d'innovation, c'est ça l'objectif ? Toujours plus d'innovation. Alors, on a une thématique, effectivement, d'investissement dans les jeunes entreprises innovantes, notamment dans la santé, dans la finance, dans l'immobilier. Donc ça, on le voit avec... Vous pouvez nous citer une société ou... Oui, bien sûr. Là, on vient de finir un tour de table pour une société qui s'appelle Xenotera, qui met en place un traitement contre le Covid qui est extrêmement novateur. C'est un gros enjeu au niveau européen. Donc, on a participé à hauteur de 3 millions d'euros dans cette société-là. Donc effectivement, l'innovation, c'est un domaine qui va être très important et on va se diversifier sur d'autres thématiques, notamment en lançant une assurance vie en ligne. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des investissements alternatifs et très diversifiés pour des investisseurs privés et professionnels. Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes associé et directeur des partenariats chez Anaxago. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Dans Club Action aujourd'hui, pourquoi les SCPI investissent-elles de plus en plus hors de France? Quel intérêt pour vous, épargnants, de placer une partie de votre épargne dans une SCPI européenne ou internationale? Réponse avec notre expert Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis Reim, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais, donc SCPI de rendement française, SCPI européenne. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller hors de France, de sortir de notre beau pays ? Alors la France est très beau et l'immobilier est particulièrement intéressant. Maintenant, si on regarde effectivement la zone euro déjà, on a effectivement un parc immobilier qui est beaucoup plus important. Donc l'intérêt pour un investisseur, c'est d'aller chercher d'autres opportunités, d'autres investissements potentiels. En quelques chiffres,
Si je prends un petit comparatif, c'est l'année dernière qui n'était pas une année extraordinaire compte tenu du Covid, c'était un peu plus de 200 milliards de transactions immobilières en Europe. La France, c'est 28 milliards, donc c'est 13%. Donc, au même titre que quand on investit dans les marchés financiers, on ne se pose pas la question de savoir si on investit en dehors de France. La question, c'est de savoir pourquoi, effectivement, les asset managers français, les gestionnaires de fonds immobiliers, ne se sont pas plus intéressés à l'Europe plus tôt. Mais voilà. Donc s'ouvrir à un marché plus grand, on peut peut-être faire, j'imagine que l'objectif de base aussi, il y a un enjeu de fiscalité évidemment. Est-ce qu'on peut faire un petit comparatif peut-être entre France et, voilà, si on parle d'Europe, de nos homologues européens peut-être ? Oui, alors il y a effectivement un sujet fiscal dans le sens où, compte tenu du fait qu'on va aller chercher des revenus de sources étrangères, puisque nous, notre métier, c'est de collecter du cash, de l'épargne, ensuite de l'investir et de le gérer dans les pays considérés. Et donc, on va avoir une fiscalité qui va être en fonction, effectivement, des revenus, de la localisation de ces revenus. Donc, il y a deux typologies d'imposition quand on est hors de France. C'est le crédit d'impôt et c'est l'impôt forfaitaire. Donc, le crédit d'impôt, ça va permettre, en fait, de gommer l'imposition qui est déjà payée, c'est-à-dire qu'on ne paye pas d'impôts. On paye des impôts en Allemagne, en Espagne ou dans d'autres pays, effectivement, européens. On va payer les impôts avec l'impôt sur les sociétés de ces pays considérés. Et ensuite, effectivement, l'impôt qui va être généré par les revenus de sources étrangers va être gommé par un crédit d'impôt ou par un impôt forfaitaire. Et l'intérêt aussi pour un investisseur, c'est qu'on ne va pas payer de CSG, CRDS, puisque c'est des revenus de sources étrangers. Donc il y a un petit plus quand on investit à l'étranger par rapport, effectivement, à un revenu franco-français de ce point de vue-là. Et pour vous, quand vous achetez à l'étranger, Jean-François, où est-ce que c'est le moins cher ? Alors, le moins cher, je ne sais pas si c'est une bonne... c'est effectivement, il y a des pays où l'immobilier va être moins cher, et donc ça veut dire par exemple, plutôt un rendement un peu supérieur. Ouais. Ça peut être l'Espagne, mais ça peut être surtout, effectivement, des pays qui sont un petit peu plus loin. Je prends par Vous exemple... allez jusqu'où ? Alors, nous, en ce qui nous concerne, on est plutôt sur la zone euro proche de la France, c'est-à-dire plutôt l'Espagne et les pays d'Europe du Sud, donc Espagne, Italie, Portugal. Maintenant, il y a d'autres investisseurs qui vont sur d'autres pays, plutôt Europe du Nord, voire un petit peu plus au-delà, et aussi UK, Irlande, etc. Et donc, le rendement, en fait, il va s'apprécier de par la qualité des actifs que vous allez acheter. Je pense qu'il y a aussi ce sujet-là. Il ne faut pas oublier que si vous achetez aujourd'hui un immeuble neuf qui est avec des labels, notamment ESG, qui est aujourd'hui très, très important, et d'une part tendance, mais aussi très important par rapport effectivement à la consommation énergétique des bâtiments, vous allez avoir une prime, entre guillemets, à l'achat, c'est-à-dire que vous allez payer votre actif un peu plus cher que si c'est un actif ancien sur lequel vous avez beaucoup de travaux. Donc forcément, ça c'est important. L'autre point, c'est aussi la localisation de votre actif. Si vous achetez dans Madrid aujourd'hui, vous allez avoir des revenus qui vont être assez similaires à Paris. Si vous achetez aujourd'hui à Francfort, vous allez avoir aussi des revenus qui vont être similaires. Si vous achetez à Berlin, ça va être des revenus encore moins importants. Maintenant, si vous achetez à Bucarest, si je donne des montants à peu près, voilà, les grandes villes européennes aujourd'hui, des grands pays type Italie, Espagne, Allemagne, UK, vous allez avoir des rendements prime, c'est-à-dire en bureau, là, si je parle précisément, c'est autour de 3%. Si vous allez effectivement sur des pays un petit peu plus éloignés, je prends Bucarest comme exemple, c'est de l'ordre de 6 à 7%. Donc, en fonction de la localisation... Sur l'Europe de l'Est Pardon ? Sur l'Europe de l'Est, vous êtes déjà là-bas ? Non, on n'est pas présent sur l'Europe de l'Est pour différentes raisons. Après, il y a des sujets d'opportunité. Mais le rendement, il ne faut pas le regarder uniquement par la notation de rendement, il faut le regarder aussi par rapport au risque. C'est-à-dire que pourquoi il y a un rendement supérieur dans certains pays ? C'est parce que le marché est moins profond, parce qu'il y a moins effectivement d'investisseurs, il y a moins de compétitivité, il y a moins d'offres aussi, donc il y a une liquidité un peu inférieure, et donc à un moment donné, quand on parle d'actifs financiers, on parle de prime de risque. Pour l'immobilier, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il faut adapter aussi l'ASCPI ou les supports immobiliers que vous proposez à des clients ou aux investisseurs en fonction de leur prime de risque, en fonction de leur appétence au risque. Plus vous allez chercher des rendements immobiliers importants, ça aura pour conséquence que plus l'investissement que vous allez faire aura un risque. Pourquoi ? Parce qu'il va être éloigné d'un centre-ville, parce qu'il va avoir un risque, parce que son bail va être très court, et donc ça va être aussi avoir une incidence sur le rendement futur, et donc avec des travaux, avec des négociations à avoir avec un locataire, etc. Donc voilà, le risque seul, le rendement seul, il ne faut pas le mesurer uniquement comme ça, mais aussi avec beaucoup d'autres critères.
Jean-François Chory, c'est un phénomène qui s'amplifie selon vous, les SCPI européennes, internationales? Alors oui, parce qu'il y a deux de mes confrères qui en ont lancé pendant l'été, donc c'est une bonne chose. Hein. Aujourd'hui, on est effectivement de plus en plus nombreux sociétés de gestion à aller voir à l'étranger pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. On ne va pas s'occuper que de la France. La France, c'est un marché important, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire ailleurs. Et pour autant, on est très peu présent. Enfin, si je prends aujourd'hui les chiffres de l'Allemagne, qui est le plus gros marché d'Europe continentale, puisque l'année dernière, la France faisait 28, l'Allemagne faisait à peu près 60 milliards de transactions. Les Français représentaient moins de 10%, autour de 10% d'investissement. Donc on est loin d'être les plus importants sur le marché international et européen en tant qu'investisseur. Mais par contre, voilà, c'est une démarche qui est en route et c'est plutôt simple parce qu'on va chercher de la diversification et donc une diversification aussi du risque pour nos investisseurs. Bon, c'est une histoire de diversification. Puisque par exemple, je pense à certains de vos collègues, par exemple Atlante Voisin, à ma connaissance, ils sont vraiment franco-français et ils s'en portent très bien. Vous, c'est quoi? Vous dites que c'est de la diversification, il n'y a pas aussi un peu de marketing derrière? Alors, je pense aussi qu'il faut faire avec ses forces. Advenis Rem fait partie d'un groupe. Ce groupe aussi est une maison mère qui s'appelle Innovalis, qui a toujours investi à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Et donc, à partir de là, on a un ADN au niveau du groupe qui est très international, puisqu'on a un REIT qui est coté sur la bourse de Toronto. On a des actifs qui sont déjà présents, en tout cas au niveau du groupe, en Allemagne depuis plus d'une dizaine d'années, en Europe du Sud également. Et donc, on a un ADN plutôt international dans le groupe. Donc, naturellement, on s'est tourné vers des investissements qui, pour nous, semblaient logiques en termes de diversification à l'étranger et pour aller chercher aussi d'autres typologies de revenus et d'autres typologies d'actifs et en allant chercher une diversification. Donc, la France est très bien et je sais qu'il fonctionne très bien. Et vous êtes aussi en France? Et je suis aussi en France en résidentiel. Donc, de ce point de vue-là, on n'a aucun problème pour investir en France. Mais on estime effectivement qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire ailleurs. Et donc, l'idée, c'est d'aller diversifier. Et comme tout actif financier, je reviens là-dessus parce que c'est important, parce que c'est à peu près les mêmes réflexes. Aujourd'hui, quand vous achetez des actifs financiers, vous allez acheter de la France, mais vous allez aussi acheter d'autres pays européens, vous allez acheter des obligations, vous allez acheter des devises, peut-être du dollar, etc. Voilà, vous n'avez pas forcément à acheter les investissements avec les mêmes asset managers, avec les mêmes gestionnaires. En immobilier, c'est pareil. Aujourd'hui, un investisseur qui veut faire de la France, mais il le fera très bien avec la société de gestion que vous avez citée ou avec d'autres. Et s'il veut faire de l'international ou de l'européen, j'espère qu'il le fera avec nous. Quand on investit dans quelque chose de tangible, c'est quand même un peu différent. Vous parliez tout à l'heure du cadre d'imposition qui était peut-être plus avantageux dans certains pays. Le cadre législatif aussi peut avoir une importance. Est-ce qu'il y a quand même un risque peut-être pour l'épargnant d'aller voir en Espagne, d'aller voir en Allemagne voilà, quand on n'est pas sûr du cadre législatif, le français, on le connaît, l'étranger un peu moins. Oui, vous avez raison, on connaît le français aujourd'hui, mais on ne connaît pas forcément le français de demain. C'est un peu pareil en Europe. Aujourd'hui, il y a quand même une législation, que ce soit juridique, en termes de droit immobilier, en termes de fiscalité, en termes ESG, donc avec tous les critères et la taxonomie qui est en train de se mettre en place, qui est assez uniformisée au niveau de l'Europe. Donc c'est pour ça que naturellement aussi, les gestionnaires d'actifs immobiliers se tournent plutôt sur l'Europe, plutôt que d'aller à court terme en Asie ou en Amérique du Nord, etc., où on a non seulement effectivement les problématiques qui sont un peu plus importantes en termes juridiques, puisqu'on n'est pas sur un cadre harmonisé, et aussi par rapport aux problématiques de change et d'effet de change. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe, pour ça, est beaucoup plus cadré, uniformisé, et de ce point de vue-là, c'est assez simple aujourd'hui d'aller investir dans les pays européens. C'était bien de le préciser pour les investisseurs et les épargnants qui nous regardent. Merci beaucoup Jean-François Chory. Je rappelle, vous êtes directeur d'Advenis Rem, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup encore. On termine cette émission, comme chaque jour, par le Club Expert. Et merci d'être avec nous pour le Club Expert. Notre invitée du jour est Géraldine Métifeux et elle est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous êtes associée chez Alter Egal. On va parler avec vous de retraite. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours, on n'a pas envie d'y penser généralement à la retraite. Pourtant, pour vivre une retraite sereine, c'est plutôt pas mal de l'anticiper. Justement, on va voir un petit peu ça avec vous. Et peut-être ma première question, ce sera comment peut-on se créer un patrimoine de rapport et ou frugifère pour la retraite? Alors,
Dans votre question, il y a une double entrée. C'est que dans comment se crée un patrimoine de rapport, on va commencer par se poser la question à quel âge il faut se poser la question, parce qu'effectivement, à quel âge nous on se considère assez jeune. Est-ce que nous on doit déjà y penser ou pas? On me considère très jeune. Pas encore vous, Eva, mais il faudrait pas trop tarder. Non, le bon âge, au fond, c'est quand on commence à avoir un petit peu de revenus, et donc au-delà du revenu qu'on consomme tous les jours, donc d'avoir une capacité d'épargne, sinon c'est plus compliqué naturellement. Bien sûr. Et au fond, entre 40 et 50 ans, ça nous paraît être le bon âge. Et du reste, c'est un peu l'âge auquel nos clients se posent la question. Donc vous voyez comme quoi les choses sont bien faites. Ça se rejoint bien. 40-50 ans, ça laisse un horizon d'investissement qui va être de 25 ans. Donc ça permet d'aller sur des investissements parfois un peu à risque, parfois l'immobilier, ainsi de suite. Donc ça permet d'ouvrir beaucoup de portes de construction de patrimoine de rapport en tout cas. Donc 40-50 ans, c'est le bon début. C'est le bon moment pour y penser. Alors une fois qu'on sait ça, quels vont être les éléments qu'il va falloir prendre en compte? Le premier élément, c'est de combien j'aurais besoin. Alors à 20-25 ans d'horizon, on peut se dire tiens, c'est un peu de la science-fiction. C'est vrai. Pas faux. Mais en fait, c'est pas faux. Ouais. Alors il y a un premier point. Plus on est proche de l'âge de la retraite, plus c'est facile de le reconstituer. C'est de se rapprocher des organismes de retraite ou d'un CGP, d'un conseiller en gestion de patrimoine. Qui est qualifié pour les reconstitutions de carrière, pour pouvoir estimer le montant potentiel de votre retraite à un horizon X. Et puis, bien sûr, l'autre élément encore plus important qu'on peut faire à n'importe quel âge, c'est commencer à regarder son budget de vie. Quelles sont mes dépenses fixes, quelles sont mes dépenses plaisir, et donc, en fait, mon train de vie. On applique un petit coefficient d'érosion monétaire, je sais pas moi, 1,5 par exemple, pour arriver au montant dont j'aurais besoin. Et puis, s'il y a une différence entre le montant estimé de ma retraite et mon train de vie, là, c'est donc là où il va falloir compléter les revenus. Il va falloir y penser. Là. Voilà, exactement. Donc une fois qu'on a estimé de combien on avait besoin, on va vers quel produit retraite, Géraldine? On pense à certains déjà de base plus logiques, peut-être d'autres, dites-nous. Et on va rester dans du très classique. Chez nous, chez Altergal, on est assez classique. La première grande catégorie de produits à laquelle on pense et qui est très appréciée par les Français, c'est bien sûr l'immobilier, donc l'immobilier locatif. Du reste, comme on l'a dit en préambule, comme on va avoir entre 40 et 50 ans quand on va vraiment commencer à s'y intéresser, ça colle assez bien avec une capacité d'endettement, donc avec une durée d'endettement de 20 ans, donc qui va pouvoir lisser l'effort d'épargne. Et on aura du coup un effort d'épargne assez faible entre le montant du loyer perçu et le montant de l'emprunt qu'on aura à quitter mensuellement ou trimestriellement, le cas échéant. Donc ça, c'est vraiment la première grande catégorie. L'inconvénient quand même majeur de l'immobilier, puisqu'il y en a, c'est la fiscalité liée à l'immobilier. La fiscalité de l'imposition des revenus fonciers, c'est une fiscalité, tout le monde ne l'a pas forcément en tête, c'est une fiscalité qu'on connaît également quand on construit son patrimoine, car on ne peut déduire de sa mensualité de son revenu, l'inverse, que les intérêts et pas le capital. Donc même en constitution de patrimoine, même si ça vous coûte 200 € par mois de différence entre la mensualité et le loyer, vous risquez d'être imposé sur les revenus fonciers. Alors, vous imaginez bien que quand il n'y aura plus de prêts, que vous serez réellement à la retraite, ou en tout cas en train de chercher des revenus complémentaires, vous serez full imposé là-dessus. Donc, c'est un petit peu lourd en imposition, c'est barres et milliards plus prélèvements sociaux. Ça, c'est la première chose à laquelle on pense. Oui, ça, il faut quand même l'avoir en tête, il faut l'intégrer dans le budget. L'autre problématique de fiscalité, juste pour finir sur la fiscalité de l'immobilier, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous avez construit un très très gros patrimoine immobilier, qu'on atteint plutôt 1,3 million, et si on imagine que vous avez déjà une résidence principale, il faut quand même l'avoir en tête. Et le dernier point un peu négatif sur la fiscalité, c'est bien sûr la transmission. Parce que ça ne bénéficie pas d'avantages particuliers brut de décoffrage comme ça. Voilà. Donc, mais l'immobilier, en soi, demande un effort d'épargne peu important pour construire un patrimoine important. Il nous reste 2 minutes, Géraldine. Deuxième produit auquel on pense, l'assurance vie. Avantage, inconvénient, dites-nous. L'avantage, objectivement, il n'y a pas d'inconvénient. Ça, on aime bien. C'est qu'on peut avoir à peu près tous les supports possibles et imaginables, y compris des supports immobiliers type SCPI, on peut avoir du private equity, on peut tout avoir à l'intérieur, et le risque d'investissement permet de prendre un certain nombre de risques. Donc voilà, l'avantage autre considérable, c'est la fiscalité des plus-values, PFU, mais que sur la partie, revenu, intérêt, et bien sûr, la fiscalité quand en cas de décès, puisque 990I du CGI, donc des abattements considérables, on peut transmettre des patrimoines 152 500 sans taxes, et après jusqu'à 700 000 avec 20% de taxes, c'est imbattable. Et un troisième produit pour terminer en quelques secondes. Un autre auquel on pense aussi. À mon avis, le moins bon, qui est le Perrin, qui est issu de la loi Pacte. C'est le moins bon. C'est très bien parce qu'on peut déduire toutes les sommes dans un certain plafond, mais les sommes qu'on investit, on les déduit de son revenu imposable. Donc l'État vous paye une partie de votre tête, c'est très sympa. En revanche, à la sortie, qui est principalement, quasi exclusivement à la retraite, il y a des cas de sortie avant, mais ils sont très très encadrés, c'est
une sortie possiblement en capital, mais très fiscalisée, parce que le capital que vous avez investi sera réintégré dans votre fiche d'imposition LIR, et les plus-values sont taxées au PFU. Donc, voilà, une combinaison des trois, c'est encore ce qui me paraît le mieux, en privilégiant les deux premiers. Trio gagnant. Merci beaucoup Géraldine Métifeux. Je rappelle, vous êtes associée chez Alter Egal. On se retrouve très vite dans Smart Patrimoine, j'imagine. Merci Laura de m'avoir accompagnée aujourd'hui. On vous retrouve aussi très vite. Smart Patrimoine demain, exactement. Et merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Bonne journée à tous sur Bismart. À très vite. À très vite.